Une femme sniper est tapie dans l'ombre, en embuscade. Elle attend qu'un avion atterrisse. Lorsque la porte s'ouvre et qu'un homme en descend, elle tire sans hésiter. Le coup résonne, puis le silence retombe. Elle ramasse la douille éjectée, l'examine un instant, perdue dans ses pensées. Ailleurs, un homme se réveille en sursaut, hanté par un cauchemar. Incapable de trouver le sommeil, il prend le volant et s'enfonce dans la nuit, cherchant à fuir les images qui le tourmentent. Jusqu'à l'aube, il erre près de la mer, le regard perdu, observant avec une pointe de mélancolie un couple heureux promenant leur chien. Plus tard, une lettre mystérieuse lui parvient. Son expéditeur est inconnu, mais il n'hésite pas. Il se rend immédiatement à la base des marines. Une fois sur place, il pénètre dans le bureau d'une femme qui se fait appeler Agent Bartholomew. Elle sait tout de lui. Son nom est Levi. Il vient d'une famille de militaires et lui-même a été un sniper d'élite, avec 113 éliminations complexes à son actif. Après avoir quitté l'armée, il a accepté quelques contrats privés, mais aujourd'hui, il est sans engagement. S'il reste disponible pour les marines, il refuse pourtant toute mission. Un psychologue militaire l'a jugé inapte au service. Il vit seul. Pas de famille, pas d'amis qui s'inquiéteraient pour lui, pas de substance, pas d'alcool, rien qui pourrait altérer sa précision. Il aurait pu contester l'évaluation du médecin, mais à quoi bon? Il n'en voit pas l'intérêt. Il ne voit plus l'intérêt de grand-chose. En réalité, pendant ce temps, dans un petit village lituanien, au cœur d'un cimetière, un homme joue du bac à l'accordéon. Sa fille s'approche. C'est la sniper que nous avons vue plus tôt. Son nom est Draza. Aujourd'hui est un jour particulier, la commémoration de leur mère et épouse défunte. Chaque année, il se retrouve sur sa tombe. Son père a entendu parler de son dernier contrat, l'élimination d'un oligarque biélorusse. Draza admet que ce fut une mission difficile. L'homme qu'elle a tué avait 4 enfants. Son père lui rappelle pourtant une vérité cruelle. Cet oligarque vendait des bombes au phosphore et des mines antipersonnelles. Combien d'enfants ont perdu la vie à cause de lui? Impossible de le compter. Draza tend alors une douille vide à son père. Il la glisse dans son portefeuille aux côtés de plusieurs autres. Un rituel silencieux, une reconnaissance de ce qu'elle accomplit. Il croit en sa mission, mais il aimerait qu'elle reste avec lui au moins quelques semaines. Elle refuse. Dès demain, elle doit se rendre à Moscou. Son père désapprouve, après tout, elle est lituanienne, elle n'a aucune obligation. Mais son esprit est ailleurs. Il est malade, condamné. Il refuse de partir dans la douleur et a pris une décision irrévocable. Le 14 février, il mettra fin à ses jours. Il lui demande, où qu'elle soit ce jour-là, d'allumer une bougie, de lever les yeux vers Orion et de lui dire adieu. Un peu plus tard, Levi s'envole pour une nouvelle mission. Devant lui s'étend une zone interdite où son avion ne peut aller. Il lui faudra parcourir 38 km à pied pour rejoindre son poste. Avant de sauter en parachute, on lui retire ses gadgets et sa montre. En échange, il reçoit une enveloppe scellée contenant les détails de son objectif. Levi atterrit dans une forêt d'ambres, progresse à travers les montagnes et atteint finalement sa destination. Là, un soldat l'attend, Jasper, chargé de lui passer le relais. Il est soulagé de voir Levi. Cela fait 1 an qu'il est seul ici. Levi, lui, ignore toute sa mission. Il ne sait même pas dans quel pays il se trouve. Jasper n'en sait pas plus. Il le conduit jusqu'à la tour qui sera son unique refuge pour l'année à venir. Autonome, elle est équipée de panneaux solaires, d'un générateur et d'un système de récupération des eaux de pluie. Le gibier abonde et un jardin permet de compléter l'alimentation. De l'autre côté du ravin, une tour identique se dresse, occupée par l'ennemi, le bloc de lait. Impossible de s'en approcher. Le terrain est miné et truffé de pièges. Chacun reste de son côté, accomplissant sa mission. Ici, le travail semble simple. Patrouiller chaque jour le long de la frontière ouest et inspecter les points de défense fortifiés. Une connexion avec l'extérieur est établie tous les 30 jours via des satellites conçus pour brouiller les signaux, rendant la zone invisible aux drones et aux satellites espions. Aucun contact avec le monde extérieur. En cas d'urgence, un bouton de panique peut être activé pour alerter les autorités. Mais s'il devait arriver le pire, alors s'enclencherait le protocole chien errant. Jasper n'a aucune idée de ce que cela signifie. Et Levi non plus. Il entend des sirènes. Pas besoin de réfléchir. Le meilleur choix, c'est de fuir. Loin, très loin. Levi est convaincu que tout ça remonte à la guerre froide. Chaque année, un soldat de l'Ouest patrouille de ce côté de la gorge, tandis qu'un soldat de l'Est surveille l'autre rive. Depuis 75 ans, personne n'a jamais découvert ce qui se cache réellement à l'intérieur du ravin. Mais l'objectif principal est clair, empêcher quoi que ce soit d'en sortir. L'année dernière, quand Justin a pris son poste, il pensait que son prédécesseur était devenu fou, jusqu'à ce qu'il voit quelque chose. Les gardes appellent ces créatures les Hollow Men. Il ne sait pas exactement ce qu'ils sont, mais ce nom provient d'un poème. Ce qu'il sait, en revanche, c'est que dans les années 40, 3 bataillons, 2400 cavaliers ont été envoyés dans la gorge pour l'éliminer. Aucun n'en est jamais revenu. Après ce désastre, ils ont abandonné toute tentative d'exploration et se sont contentés d'un système de confinement. Justin a appris tout cela de son prédécesseur, mais il sait que ces récits, transmis de soldat en soldat, peuvent être déformés avec le temps. Pourtant, au fond de lui, il est persuadé d'une chose, cette gorge est une porte vers l'enfer, et ils sont ceux qui en gardent l'entrée. Les 2 hommes se saluent une dernière fois, et Justin se rend au point d'extraction où un hélicoptère doit venir le récupérer. L'appareil apparaît bientôt dans le ciel,
elle, un câble descend vers lui. Il l'attrape, grimpe à bord, mais avant même qu'il ne puisse s'asseoir, le pilote braque son arme et lui tire dessus à bout portant. Justin bascule dans le vide. Son corps s'écrase dans l'obscurité. L'homme dans le cockpit prend alors sa radio. Rotation terminée. Agent Bartholomew. Un mois s'écoule. Levi effectue ses tâches avec rigueur. Patrouille quotidienne, vérification des armes, entretien des mines. Chaque jour, il contacte ses supérieurs pour confirmer que tout fonctionne normalement. Pendant son temps libre, il lit. La tour regorge de livres, laissés par ceux qui l'ont précédé. Il découvre aussi d'anciennes citations gravées sur les murs, certaines remontant à plusieurs décennies. Parfois, il s'occupe du jardin, récoltant les derniers légumes de la saison. Un jour, un bruit attire son attention. Une scie. Il se tourne vers l'autre rive et, à travers ses jumelles, aperçoit une femme. Draza. Elle aussi cherche à voir qui est son homologue de l'Ouest, mais lorsqu'il bouge, elle reprend son travail sans insister. Cette nuit-là, Levi est réveillé en sursaut par un cauchemar. Instinctivement, il attrape son fusil. Dans la précipitation, il brise un verre et son pied se couvre de coupures. Des traces de sang jalonnent le sol. Il reprend peu à peu ses esprits, reprend ses jumelles et aperçoit Draza. Elle non plus ne dort pas. Lorsqu'elle sent son regard sur elle, elle souffle ses bougies et recule dans l'ombre. Un autre mois passe. C'est l'anniversaire de Draza. Déséuvrée, elle commence à observer Levi. Puis, elle décide de s'amuser un peu. Elle tire un coup en l'air pour attirer son attention. Quand il porte ses jumelles à ses yeux, elle brandit un panneau. Ton nom. Levi secoue la tête. Tout contact est interdit. Draza s'en moque. Elle inscrit son propre nom et ajoute, imperturbable. C'est mon anniversaire. Je fais ce que je veux. Levi esquisse un sourire, griffonne son nom et lève sa flasque en signe de toast. Pour marquer l'occasion, Draza met de la musique et l'invite à danser. Mais Levi refuse. Je ne sais pas danser. Draza ne le croit pas. Tu es forcément doué pour quelque chose. Levi hausse les épaules. Je suis bon tireur. Draza veut une preuve. Il place sa flasque sur le rebord, prêt à tirer. Mais avant qu'il n'appuie sur la détente, un coup de feu éclate. C'est Draza. Elle a fait tomber sa flasque avec une précision parfaite. Levi riposte. Son tir traverse la bouteille de vin qu'elle tenait à côté d'elle. Draza éclate de rire et pousse le jeu plus loin. Elle place une nouvelle bouteille sur sa tête, lui lançant un défi muet. Sauf que cette fois, elle vacille légèrement. Son expression change. D'un geste rapide, elle fait tomber la bouteille et lui fait signe de regarder en bas. Levi plisse les yeux et braque son fusil vers l'obscurité. Quelque chose bouge. Une forme tordue, noueuse. Un arbre. Non, une chose qui marche comme un homme. Un frisson glacé lui parcourt l'échine. Il tire immédiatement. L'un des Hollowmen pose un pied sur une mine et éclose dans un grondement sourd. Mais d'autres émergent de l'ombre, escaladant la paroi du ravin avec une agilité inhumaine. Draza ouvre le feu à son tour. Ensemble, ils abattent plusieurs créatures jusqu'à ce que le silence retombe. Mais au moment où Draza s'éloigne du bord, des doigts noueux, semblables à des branches, s'agrippent au rebord. Un monstre rampe hors du vide. Il avance vers elle, insensible à ses balles. Levi ajuste son tir. Une rafale bien placée en pleine tête. La créature bascule en arrière. Mais ce n'est pas fini. D'autres Hollowmen attaquent maintenant son côté du ravin. Draza, sans hésiter, l'aide à les repousser. Des explosions secouent la terre, projetant Draza en arrière. Levi, lui, riposte à la mitrailleuse, couvrant ses arrières comme elle l'a fait pour lui quelques secondes plus tôt. Enfin, le calme revient. Dans l'obscurité, essoufflé, couvert de sueur et de sang, il reste là, silencieux, à écouter le vent, à attendre de voir si d'autres créatures viendront. Ils reprennent lentement leur souffle. Draza remarque alors une blessure sur son bras, une entaille profonde qu'elle n'avait même pas sentie dans la fureur du combat. Avec un sourire, elle griffonne un message pour Levi. Meilleur anniversaire de ma vie. Le lendemain matin, Levi inspecte son côté du ravin. Il ressoude les brèches dans les clôtures endommagées par la bataille nocturne et pose de nouvelles mines. Mais soudain, un bourdonnement attire son attention. Un drone émerge du gouffre. Instantanément, la tourelle automatique de Levi s'active et pivote dans sa direction. Il retient son souffle. Le drone plane un instant, puis s'éloigne sans être abattu. La mitrailleuse reste silencieuse. Levi n'aime pas ça. Un mois passe. Levi continue ses tâches quotidiennes. De son côté, Draza joue du piano, une mélodie douce résonnant à travers le gouffre. Un soir, elle aperçoit quelque chose d'inattendu. Sur l'autre rive, une guirlande lumineuse éclaire un sapin de Noël, avec un message scintillant pour elle. Un sourire éclaire son visage. Pour répondre à son geste, elle sculpte un bonhomme de neige. Et bientôt, Levi en fait de même. Ils les baptisent l'un en l'honneur de l'autre, comme pour symboliser leur étrange proximité. Les jours passent, et une complicité s'installe. Ils commencent à jouer aux échecs à distance, appelant leur coup à tour de rôle. Un soir, ils organisent une véritable bataille de tambours, utilisant qu'ils trouvent comme instrument de fortune. Février arrive. Encore une fois, Levi se réveille en sursaut, hanté par ses cauchemars. Il sort sur le balcon, où le vent hurle à travers la gorge. Il lève les yeux, et voit Draza. Elle est éveillée, elle aussi. Au matin, il lui écrit un mot. Mais cette fois, elle ne répond pas, car c'est le 14 février. Elle met un vieux disque en route et laisse échapper quelques larmes en
se souvenant de son père. Lévi remarque son trouble et demande doucement « Qu'est-ce qui ne va pas ?» Draza hésite, puis finit par lui confier qu'elle passe une journée difficile. Puis, comme dans un souffle, elle murmure « J'aimerais que tu sois ici. » Cette nuit-là, Lévi ne trouve pas le sommeil. Les mots de Draza lui trottent dans la tête. Il erre dans la tour, perdu dans ses pensées, jusqu'à ce que son regard tombe sur une vieille citation gravée sur le mur. Ceux qui sont allés loin doivent faire preuve de courage pour continuer. Inspiré, il se met immédiatement au travail. Au matin, Draza aperçoit Lévi en train de tirer un grenade à cordes de son côté du ravin. Elle court vers la forêt, repère l'engin encore fumant, l'éteint rapidement et comprend ce qu'il essaie de faire. Un sourire se dessine sur ses lèvres. Elle attache solidement la corde à un arbre. Puis elle trouve un petit mot à ses pieds. Dîner ce soir. Lévi s'apprête. Il se recoiffe tant bien que mal, rassemble un bouquet de fleurs sauvages, puis s'élance. Suspendu à la corde, il traverse lentement le gouffre. Mais il a mal calculé la tension de la ligne. Il ralentit trop tôt et doit terminer le trajet en tirant sur la corde à la force des bras. Une arrivée beaucoup moins impressionnante que prévu. Draza l'attend, amusée. « Bienvenue », dit-elle en le taquinant. Elle lui propose de se laver dans le sauna, vu qu'il est en sueur après son effort. Lévi rit. « J'ai sous-estimé la gravité. » Draza part chercher des vêtements laissés par d'anciens occupants, mais s'amuse à les suspendre un peu trop loin de la porte, obligeant Lévi à courir nu dans le froid pour les récupérer. Ils dînent ensemble. Draza a préparé une tourte au lapin. Lévi goûte une bouchée et sourit. C'est divin. La conversation dérive vers leur mystérieux poste d'affectation. Aucune carte, aucun repère. Où sont-ils? Tous deux ont été drogués avant leur transfert. Ils ne savent donc même pas comment ils sont arrivés ici. Mais Lévi a une certitude. Ils sont dans l'hémisphère nord. Puis, à la grande surprise de Draza, il avoue quelque chose. « Je suis tireur d'élite. » Un silence s'installe. Elle le regarde, l'air songeuse. Puis son regard s'illumine. « C'était donc toi, le sniper au Yémen. » Le tir parfait. Lévi, mal à l'aise, change de sujet. Il lui parle de son enfance en Oregon, où son père lui a appris à tirer. Tard dans la nuit, ils mettent de la musique. Draza parvient à convaincre Lévi de danser et découvre qu'il a menti. Il danse très bien. Il se rapproche de plus en plus, échangeant histoire et secrets. Avant de partir, Lévi lui confie en rougissant « J'ai écrit un poème pour toi, mais je ne le lirai pas. » Le matin venu, Lévi embrasse une dernière fois la main de Draza et se remet en route. Mais à quelques mètres de son côté du ravin, une mine explose. La corde se rompt. Lévi bascule dans le vide. Sans réfléchir, Draza s'empare d'un parachute et se jette à sa poursuite. Mais un épais brouillard masque ce qui se trouve en bas. Lorsqu'elle plonge dans les abysses, une rivière déchaînée l'engloutit immédiatement. Elle se débat, entravée par les sangles du parachute. Ses poumons brûlent. À la dernière seconde, elle parvient à les couper et se raccroche à un tronc d'arbre flottant, haletant. Pendant ce temps, Lévi est suspendu, inconscient, dans les branches d'un arbre énorme. Mais quelque chose bouge. Les branches s'étirent. Elles prennent vie. Elles se tordent, fusionnent, se transforment en un être insectoïde cauchemardesque. Un bruit étrange le réveille. Lévi entrouvre les yeux et voit la créature sur le point de le dévorer. D'un réflexe fulgurant, il l'abat d'une balle en pleine tête. Draza entend la détonation. Elle lève les yeux, haletante. Il est en vie. Elle nage vers le son du tir. Pendant ce temps, Lévi tombe de l'arbre. Il heurte violemment les racines en contrebas qui commencent à bouger. Elles s'enroulent autour de ses bras et de ses jambes. Elles essaient de l'entraîner sous terre. Et devant lui, une immense gueule organique s'ouvre lentement. Les racines étaient sur le point de se refermer sur lui quand Draza surgit et ouvre le feu, forçant les racines à battre en retraite. Lévi la remercie de l'avoir sauvée, mais elle est certaine qu'il aurait fait de même pour elle. Ils errent dans la forêt brumeuse, discutant de la manière de s'en échapper, quand soudain, un cheval fait de racines entremêlées l'écharpe. Sur son dos, une étrange créature humanoïde végétale. La figure esquive leurs balles et attaque Draza, tandis que Lévi combat le cheval. Le duo parvient à peine à vaincre ces créatures bizarres. Lévi suppose que les humains vivants servent de nourriture à ces monstres végétaux. Draza réalise alors qu'elle a perdu leur corde dans la rivière, et il est désormais incertain de pouvoir remonter. Elle propose de suivre la rivière, espérant trouver une sortie quelque part. Lévi remarque les restes d'un uniforme sur le cavalier tombé, des vêtements d'après-guerre des années 1940. Ce sont probablement les restes de ces cavaliers disparus. Ils avancent, émerveillés par les enchevêtrements terrifiants de branches et d'arbustes qui semblent incorporer des formes humaines. Bientôt, ils tombent sur des structures partiellement démolies, apparemment endommagées par des tremblements de terre. Ils entrent dans un bâtiment ressemblant à une église. Les bancs sont encore là, et ici et là, ils voient des restes humains. Lévi détecte une odeur familière et déduit que ces personnes sont mortes empoisonnées au cyanure. Draza le supplie de partir au plus vite, mais soudain, d'énormes araignées tombent du plafond. Il tire pour se frayer un chemin et court vers la porte alors que les cadavres momifiés sur les bancs commencent à bouger. Draza lance une grenade sur le mur de l'église qui prend feu, leur permettant de s'échapper de ce cauchemar. Ils tentent de se cacher, mais c'est impossible. Des monstres sont partout. Draza suggère de rester près de la paroi du ravin, où au moins personne ne peut les attaquer par derrière. Ils courent là-bas et trouvent l'entrée d'un hangar presque intact où ils peuvent
se barricader et se reposer un peu. Ils réalisent bientôt que c'est une base creusée dans la roche du ravin. Ils découvrent un vieux laboratoire rempli de produits chimiques et de composés. En le fouillant, Lévi trouve une bobine de film dans un générateur qui fonctionne encore malgré les années. Les lumières s'allument, Lévi trouve un projecteur et il regarde un film où un laborantin décrit une coalition secrète de nations de l'Est et de l'Ouest vers la fin de la Seconde Guerre mondiale. Alors qu'Oppenheimer créait la bombe nucléaire, il développait une ogive chimique d'une puissance destructrice sans précédent dans ce laboratoire. Soudain, un violent tremblement de terre frappa le ravin, détruisant le laboratoire. La contamination biochimique résultante fusionna l'ADN humain avec des plantes, des animaux et même des insectes, transformant les gens en monstres. Cependant, certains individus se révélèrent plus résistants à l'infection. Si aucune mutation n'apparaît dans les 5 jours, une personne est immunisée. La femme du film montre des changements terrifiants sur son corps, tandis que Draza remarque une ampoule scellée contenant une solution. La scientifique continue, disant que l'humanité pourrait être épargnée car le ravin est dans une région inaccessible. Elle implore le pardon et espère que Dieu aura pitié d'eux. Le film se termine. Le duo avance et trouve bientôt une salle avec du matériel moderne qui n'existait clairement pas au milieu du XXe siècle. Le laboratoire a donc fonctionné jusqu'à récemment. Mais pourquoi ne pas simplement le bombarder pour éradiquer la menace pour l'humanité? Lévi démarre un ordinateur et lit le nom d'une organisation militarisée, Darklight. Il réalise qu'il ne travaillait pas pour l'armée, mais pour une entreprise privée, visiblement très riche et puissante. Il sait que Darklight utilise des drones pour collecter des spécimens hybrides dans le monde entier. Donc l'entreprise doit créer des super soldats et protéger ses secrets. Lévi voit alors le nom d'un programme, Trey-Dog, et se souvient de l'avertissement de Jared. Il réalise que c'est le nom de code pour une bombe thermique qui aurait dû détruire le ravin en cas de fuite. Mais le tremblement de terre l'a endommagé. Lévi admet que même s'il n'en sorte pas vivant, cela en valait la peine car il a pu la rencontrer. Il se prépare pour la suite du voyage quand Draza réalise qu'elle a oublié son sac à l'entrée, où se trouvent toutes leurs munitions. Ils n'ont pas le choix et doivent y retourner. Il lance une grenade fumigène pour se couvrir et sort. Draza récupère le sac, mais soudain, une longue racine jaillit du brouillard. Une racine saisit sa jambe et l'entraîne à grande vitesse, frôlant Lévi. Un cavalier surgit de l'obscurité, emportant la femme dans les ténèbres. Elle tente de trancher la racine, mais est projetée contre quelque chose et perd connaissance. Lévi se lance à sa poursuite et découvre bientôt un silo à missiles en ruine. Draza reprend conscience, suspendue dans une pièce face à un homme creux qui semble décider par où commencer à la dévorer. Elle parvient à se libérer et à riposter, mais le monstre est très puissant. Draza enflamme une bûche et la lance sur la créature qui manque de la submerger. Lévi surgit alors, la sauvant de justesse. Il examine l'homme creux et réalise qu'il s'agit des restes de l'un de ses prédécesseurs, l'officier qui avait nommé ces créatures hommes creux. Il quitte les lieux et découvre bientôt des fusées endommagées au milieu d'une foule d'humains mutés, fusionnés avec des plantes, transformant l'espace en un cauchemar végétal. Draza et Lévi se feraient un chemin, mais un humain plante saisit Draza. Lévi lutte pour la libérer. Il fuit, tirant sur les tentacules vivants jusqu'à ce que Draza lance une grenade, enflammant les créatures mi-plantes, leur permettant de s'échapper. Peu après, il trouve un jeep encore fonctionnel, équipé d'un treuil puissant. Ils le conduisent jusqu'à la falaise. Tandis que Draza repousse les hommes creux, Lévi utilise le treuil pour lancer le câble vers le sommet. Le véhicule commence à les hisser, mais les monstres ne lâchent pas prise. Tout au long de l'ascension, ils doivent combattre les hommes creux, manquant de tomber dans l'abîme. À quelques mètres du sommet, Lévi glisse presque, mais parvient à s'agripper. Il perce le réservoir d'essence, aspergeant les créatures encore accrochées à la corde. Lévi enflamme le carburant, et le jeep plonge, délogeant les hommes creux tandis que Lévi et Draza se balancent au bord de la falaise. Ils coupent la corde et parviennent à atteindre la tour D. Après un moment de répit, ils réfléchissent à la suite. S'ils sont infectés, ils doivent attendre 5 jours pour voir si des symptômes apparaissent. Lévi avoue avoir été envoyé ici car personne ne le chercherait. Mais désormais, tout a changé. Draza suggère de fuir en France, mais Lévi insiste pour détruire le ravin d'abord. Il contacte ses supérieurs, signalant que tout est normal. Cependant, les drones de Darklight détectent une activité de l'observateur de l'Est et Bartholomew ordonne l'élimination de Lévi. Elle ignore qu'il est surveillé par une caméra secrète et est pleinement informée de son périple. Elle ordonne qu'un hélicoptère soit préparé pour le lendemain matin. Lévi et Draza effectuent leurs rondes habituelles quand un hélicoptère apparaît. Ils se cachent dans la forêt, mais des drones les repèrent. Ils tentent de s'échapper de la zone de tir des missiles, mais les drones ouvrent le feu, blessant Lévi. Draza parvient à abattre les chasseurs métalliques et ils sortent enfin de la zone dangereuse. Bartholomew voit le message laissé par Lévi et réalise qu'il est temps de fuir. Mais Lévi et Draza ouvrent le feu, déclenchant une réaction en chaîne d'explosion qui expose le ravin aux satellites espions. Le protocole Trey-Dog s'active. L'hélicoptère décolle mais est pris dans l'explosion. Lévi est projeté dans la rivière par l'onde de choc et disparaît dans le courant. Draza attend Lévi pendant 6 jours dans une grotte voisine, puis part. Plus tard, elle s'installe en France et ouvre enfin sa dernière lettre, contenant le poème qu'il lui avait écrit. Elle pleure en se souvenant de lui. Elle commence à travailler dans un café et un jour, aperçoit soudain Lévi à une table. Draza se retient de courir dans ses bras et lui demande simplement pourquoi il a été
été absent si longtemps. Levi admet avoir été gravement blessé, mais il est maintenant prêt à travailler dans sa cuisine. Ils s'embrassent. Et sur cette note, l'histoire se termine. Merci d'avoir regardé et à la prochaine vidéo.